Entre les lignes, le podcast de l'équipière qui raconte le football féminin du vestiaire au terrain. Bonjour, bonsoir à tous, très heureux de vous présenter le 7e numéro d'Entre les lignes, le podcast qui explore tous les recoins de la pratique féminine du football. C'est le cas de le dire puisqu'aujourd'hui on va un peu zoomer sur un club historique. C'était d'abord la section féminine de l'Étoile sportive de Juvisy quand il a été créé en 1971. C'est ensuite devenu le football club féminin Juvisy-Essonne en 1985 et c'était totalement indépendant avant d'être absorbé par un club parisien et d'en prendre le nom, le Paris FC, un club pionnier, 6 fois champion de France. La dernière fois, c'était d'ailleurs en 2005-2006. Et depuis, Lyon a raflé tous les championnats de France qui ont suivi. C'est quand même moins drôle. Mais les Parisiennes n'ont pas coulé puisqu'elles ont toujours fini dans le top 5. Et si Lyon et le PSG trustent les 2 premières places désormais, le Paris FC lutte quand même pour la 3e place, face notamment à Bordeaux, qu'il a battu il y a 1 mois et demi. Malheureusement pour le Paris FC, le Covid a mis un petit coup d'arrêt à la dynamique. On va y revenir. Donc ce mois-ci, Entre les lignes, on va se concentrer sur l'histoire d'un club de haut niveau qui est présent en D1 depuis 44 ans et dont l'activité et la progression ont représenté et représentent toujours un modèle dans la pratique féminine du football. Ça part évidemment de Nicole Carrier, de Martine Michalodis ou d'Annie Fortems qui ont cofondé le club en 1971. Et ça va jusqu'à notre invité aujourd'hui qui a encore des choses à accomplir au Paris FC puisqu'elle y joue toujours. Bonjour Gaëtane Tinet. Bonjour. 163 sélections en bleu, 58 buts et vous allez boucler votre 13e saison au Paris FC, c'est ça si je ne me trompe pas ? Exactement. Et vous avez une autre activité aussi, vous êtes conseillère technique nationale à la fédération chargée du développement des pratiques du football chez les jeunes. Est-ce que c'est ça ? Et si oui, si je ne me suis pas trompé dans l'intitulé, en quoi ça consiste exactement ? Alors oui, vous n'êtes pas trompé, je suis à la fédération depuis 2012 en tant que conseillère technique nationale. Et ça consiste en fait à faire un petit peu un diagnostic du territoire sur le football des enfants et avec un groupe de travail qui est construit de réfléchir à l'évolution des règles pour répondre à la philosophie qui est la nôtre, qui est plaisir-progrès. Aujourd'hui, un enfant, quel que soit l'âge qu'il a, quand il pratique du football, il doit prendre du plaisir et progresser, donc toucher le ballon un maximum de fois. Donc notre objectif, c'était, que ce soit pour les garçons, pour les filles, c'était d'observer les entraînements, les matchs de ces enfants et de voir si en jouant sur le nombre de joueurs sur le terrain ou de l'espace ou en jouant sur les règles, on pourrait encore mieux répondre à cette philosophie plaisir-progrès. Donc c'est un gros travail puisqu'on a sur les catégories d'âge jeunes, on a 700 000 licenciés. Donc voilà, on n'a pas observé les 700 000, on a pris un échantillon évidemment, mais en tout cas ça a un impact fort, donc c'est un dossier très important pour nous. Ok, on va y revenir. On sera également avec la team de l'équipière, aujourd'hui représentée par Léo Kester et Inès Roy-Levanovic. Salut à tous les deux. Salut. Salut. Bonjour à toutes et à tous. Bon, avec vous, on va explorer le sujet. Tout le monde est en place. Entre les lignes numéro 7, c'est parti. Entre les lignes. Un mot, Gaëtane, vous avez connu Juvisy avant que ça devienne donc Paris FC. En signant, quand vous avez signé au club, j'imagine que vous connaissiez son histoire et ce qu'il représente. Oui, en tout cas, c'est aussi pour ça que je me sens bien ici. Je pense que je suis une personne, une joueuse et surtout une personne qui suis très attachée aux symboles, aux valeurs. Et à travers ce club, j'ai retrouvé ce qui était un équilibre pour moi et ce qui m'a permis de m'exprimer. Et je suis passionnée par le football et j'ai un sentiment d'appartenance très très fort à ce club, ce qui m'a permis aussi de m'inscrire dans le développement du club, non pas juste en tant que joueuse, mais aussi j'ai toujours cherché à le faire grandir en discutant avec les sponsors, en discutant avec la présidente. Voilà, j'étais vraiment partie prenante dans ce projet et c'est ce qui me tient à cœur parce que j'aime beaucoup les projets et, en gardant ma place évidemment, mais en essayant d'aider. Et je suis très très heureuse de voir ce que le club de Juvisy est devenu aujourd'hui. Alors on évolue avec la société, on évolue avec le foot féminin et ce que ça devient. Évidemment, ce qu'on vivait il y a 10 ans est complètement différent d'aujourd'hui avec ses plus et ses moins, j'ai envie de dire, mais aujourd'hui, voilà, on a des super installations, tout se passe bien et on garde un certain côté atypique par rapport aux autres clubs, donc je trouve ça très sympa. Alors justement, Inès, tu vas nous raconter l'histoire du Paris FC, qui était donc avant le FC Juvisy.
laissez-moi vous raconter l'histoire de l'équipe féminine du Paris FC, héritière d'une longue épopée pleine de rebondissements, d'héroïnes légendaires et de succès multiples. Une histoire qui a commencé il y a exactement 50 ans. Chapitre 1. Les pionnières. Il était une fois dans le nord de l'Essonne le club de l'Étoile sportive de Juvisy-sur-Orge. C'était l'an 1970 et la Fédération française de football venait de reconnaître la pratique féminine du football. En apprenant la nouvelle, un groupe de filles et de sœurs des joueurs de Juvisy s'empressa de demander au président du club de créer une équipe féminine. Déterminées, elles regroupèrent 12 pionnières dirigées par leur entraîneur Roger Michalodis et l'équipe était créée. C'était l'une des premières sections féminines de France. Tout semblait possible, il n'y avait plus qu'à. Chapitre 2. L'élite. Dès l'année suivante, en 1971, la section féminine était fondée et participait à la première édition du championnat de Paris. En quelques années, elles s'imposèrent en leader du football féminin d'Île-de-France et entrèrent sur la scène nationale. En 1976, elles réalisaient même le doublé Coupe de Paris, Championnat de Paris et se qualifiaient pour leur premier championnat de France. Ça y est, elles étaient entrées dans l'élite du football français. Pendant 10 ans, les Juvisiennes se sont ensuite maintenues en championnat de France avec des résultats relativement mitigés. Jusqu'à une descente en D2 en 1985. C'est cette même année que l'Étoile sportive de Juvisy perdait sa section féminine. L'équipe prit son indépendance pour devenir le Football Club féminin Juvisy. Et c'est sous ce nom qu'elle vécut ses années dorées. Chapitre 3. Les années dorées. De retour en championnat de France après une saison, elles n'eurent besoin que de quelques années d'adaptation pour s'imposer au sommet. En 1989, le FCF jouait sa première demi-finale et ne quitta plus le podium jusqu'en 2010. 20 ans, pendant lesquels elles passèrent de pionnières à championnes. Entre 1991 et 2006, leur palmarès s'étendit à 6 titres de championne de France et une Coupe de France. Elles apparurent aussi plusieurs fois en Ligue des Champions. Et c'est en cette époque dorée qu'émergèrent aussi des joueuses emblématiques, Marinette Pichon, Sandrine Soubéran, Laetitia Tonasi, Anaïk Butel ou encore Gaëtane Tinet, pour ne citer qu'elles. Mais le début des années 2000 vit également se développer d'autres clubs qui ne voulaient pas que du bien au FCF Juvisy. Chapitre 4. La grande guerre des années 2000. En 2003, le championnat de France devint la D1. Et avec ce renouveau, la lutte pour atteindre le sommet battait son plein. C'était par exemple l'âge d'or de la section féminine historique de Montpellier, équipe pionnière du football féminin français. Mais de nouveaux clubs vinrent aussi affronter les équipes historiques et Juvisy dut partager le podium avec ses nouveaux arrivants. D'abord, entre 2002 et 2008, avec l'OL et Montpellier. Puis, le PSG s'est imposé dans le top 3 en 2009. Juvisy résistait, mais ses adversaires prenaient de l'avance, l'expulsant à la 4e place lors de la saison 2010-2011. Déterminées, les guerrières juvisiennes réussirent à revenir à la 2e et 3e marche pendant quelques années, mais avec toujours plus de difficultés. Chapitre 5. Le Paris FC à la rescousse. Face à ces complications et un retour en 4e position en 2015-2016, le FCF Juvisy n'eut d'autre choix que de faire appel à son allié, le Paris FC. Les premiers nécessitaient des armes pour donner les meilleures conditions de jeu à leur effectif et les deuxièmes manquaient d'expérience et de guerrières de niveau. En fusionnant, les deux clubs semblaient mettre en commun des avantages complémentaires et créer une armée renforcée pour faire face aux géantes du podium. C'est ainsi que le FCF Juvisy était absorbé par le Paris FC et reprenait son nom. Pourtant, la bataille n'était pas encore gagnée et tout restait à faire avec cette nouvelle stratégie. Épilogue. Depuis la fusion, le Paris FC a terminé 3 saisons à la 16e et 4e place, concurrencé aussi par l'arrivée en force des Girondins de Bordeaux. Cette saison, le club se trouve actuellement en 7e position derrière le Stade de Reims et comme dans toute histoire d'aventure, au combat s'est ajoutée une pandémie qui semble redistribuer les cartes comme bon lui semble. Avec 3 matchs en retard, rien n'est encore perdu et il est encore possible de remonter dans le classement. C'est donc une histoire to be continued. Gaëtane, alors vous disiez que vous aviez de belles installations, des bons moyens, etc. Est-ce que malgré tout, ne plus être le FCF Juvisy, être devenu le Paris FC et donc être dans le giron d'un club masculin, il n'y a pas une petite perte d'indépendance dans l'affaire ?
Je pense pas, parce que je pense que ça a été géré de manière très intelligente. On aurait pu être absorbé par un club professionnel et perdre nos repères, nos têtes pensantes, perdre justement la possibilité de donner son avis. Le Paris FC, je pense que c'est un club qui nous a accueillis en respectant tout ça, en comprenant l'histoire du club de Juvisy et en l'intégrant et en laissant une certaine autonomie. Alors le président c'est Pierre Ferracci, il n'y a aucun souci, le manager c'est Frédéric Hébert, mais par contre quand on parle d'avis consultatif, par exemple de notre présidente qui est Marie-Christine Terroni, voilà, elle a un vrai rôle à jouer et souvent quand on se fait absorber, on a tendance à penser que ici pas du tout. Il y a un vrai respect de ce qu'était Juvisy et c'est ce que j'aime parce que ça a fait cette fusion a été presque logique. Alors j'ai pas de regrets par rapport à Juvisy. J'aime beaucoup Juvisy. C'est une histoire importante de ma carrière. Ses couleurs, voilà, on était noir et blanc, le lieu où on jouait. Mais par contre, j'ai compris qu'il fallait évoluer parce qu'on était au bout d'un système. Donc en fait, souvent on me pose la question, mais c'était pas mieux avant ou maintenant? Non, c'est juste que l'évolution faisait que le fonctionnement n'était plus possible parce que tout devenait trop grand. Et quand on est dans un statut de bénévole, on peut pas, on a besoin de manger aussi, et je comprends. Et du coup, il fallait professionnaliser les choses et le faire avec un budget qui commençait à gonfler et qui était difficile à maîtriser. Donc il fallait aussi pouvoir faire appel à des professionnels. Et c'est ce qui a permis, je pense, de garder nos valeurs et en même temps de bénéficier du savoir-faire des professionnels. Donc je trouve que l'équilibre est très très bon, avec un peu de recul. Oui, vous vous sentez donc aussi un petit peu héritière des fondatrices de Juvisy, de Martine Michalodis, de Dany Fortems, et vous avez fait globalement l'essentiel de votre carrière au Paris FC sans signer ni au PSG ni à Lyon, alors que vous auriez probablement pu, sans regret? Sans regret, non, pas du tout. Aucun. Je suis très très heureuse de ce que je fais. Je suis très heureuse de ma carrière et de ce que le club m'a apporté surtout. Parce que au-delà de me permettre de m'exprimer sur le terrain et d'être performante pour l'équipe nationale, le club m'a permis de me construire en tant que femme et m'a laissé vivre mes ambitions personnelles, professionnelles, en passant des diplômes d'entraîneur, en passant mon professorat de sport, en travaillant à la fédération en parallèle, depuis peu en créant ma société, ma marque de champagne. Donc, en fait, j'ai beaucoup de liberté et pour ça, je les remercie parce qu'il faut une certaine intelligence pour faire la part des choses, ne pas tout confondre et pas dire oh elle se disperse ou non. En fait, ils ont une confiance aveugle en moi. Ils savent que ma priorité c'est la performance et pour être performante, j'ai besoin de faire d'autres projets qui me permettent d'avoir un équilibre et d'arriver avec le sourire. Donc, il y a beaucoup de respect par rapport à ça. Et quand je dis que je prône le double projet, je le prône toujours d'ailleurs. Et je pense que c'est un équilibre primordial. Et le club me suit sur ce point, donc je suis contente. Léo, justement, tu avais une question à ce sujet-là. Oui, justement, on voit que le Paris FC se distingue des autres clubs de D1 car il continue à valoriser le double projet quand de nombreux clubs, en se structurant et en devenant intégralement professionnels, l'ont abandonné. Pensez-vous que ce modèle, il a encore un avenir ou inéluctablement le Paris FC devra revoir son modèle pour perdurer au plus haut niveau? Moi, je pense que en fait, c'est pas qu'il a un avenir, je pense que c'est l'avenir du sport de haut niveau. En fait, quand on parle double projet, ça fait un peu vintage, vieillot de ceux qui pensent que on n'a pas assez d'argent avec notre pratique, donc on est obligé de faire un complément de salaire avec un projet à côté. Non, je pense, en fait, il faut avoir une vision un peu plus moderne et futuriste de ça. C'est ce dont je parle. Je pense qu'en fait, à très haut niveau, tout le monde a un double projet. Et ce qui m'a fait ouvrir les yeux, quand j'ai fait mes études pour le professorat de sport à l'INSEP, j'étais avec différentes disciplines et des athlètes de haut niveau qui se préparaient pour les Jeux Olympiques et qui s'entraînaient 2 ou 3 fois par jour. C'est-à-dire qu'il y en a qui se levaient à 6 heures du matin, qui allaient faire la musculation, qui arrivaient pour préparer le professorat de sport avec nous en cours, qui repartaient à l'entraînement, qui revenaient l'après-midi et qui finissaient par une séance technique le soir. Et qui me disaient mais ça c'est normal, c'est ce qui nous apprend à se déplacer, c'est ce qui nous apprend à être organisé.
Et en fait, je me suis dit, putain, mais au foot, il y a quand même 1 heure et demie d'entraînement. Alors, il y a beaucoup de pression, beaucoup de matchs, beaucoup de voyages, pas de problème. Mais quand on a quelque chose qui est adapté, finalement, ça serait peut-être un plus. Et finalement, c'est réellement un plus. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le ministère des Sports, l'INSEP, met en avant le double projet pour tous ces sportifs. Parce qu'en fait, moi, je connais de grands sportifs. Si je prends l'exemple de Teddy Riner, qui est un grand champion, un des plus grands champions français, c'est un chef d'entreprise qui a des entreprises, des sociétés, qui a peut-être 5 personnes autour de lui et qui réunit toutes ces personnes une fois par mois, qui fait des réunions, qui tient un budget, qui prend ses décisions. Donc, c'est un double projet à part entière. Donc, en fait, pour moi, ce qu'il faut, c'est surtout dire, oui, c'est complexe, parce qu'il faut tout organiser, parce que la performance doit être au cœur du truc, parce qu'il faut être tout le temps flexible. Moi, je suis tout le temps flexible et le football et la performance restent la priorité de mon projet de vie. Mais par contre, tous les autres projets s'adaptent tous les jours, au quotidien, à cette performance. Des fois, c'est des temps forts, des fois, ce sont des temps faibles, des fois, je fais rien du tout et je me repose parce que c'est le moment de se reposer. Et je pense qu'avec de l'intelligence, on peut réussir à organiser de manière individualisée ce projet de vie de haut niveau. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le futur, l'avenir, la modernité, c'est celle-là. Et puis finalement, votre carrière parle d'elle-même et montre que cette organisation est possible et peut amener des résultats. Autre question un peu sur le club, c'est que le Paris FC a aussi fondé sa réussite, enfin Juvisy, sur sa capacité à former des joueuses et à les lancer ensuite au plus haut niveau. L'école de football, elle date d'ailleurs de 1973, 2 ans après la création de Juvisy, et le club s'appuyait notamment beaucoup et s'appuie toujours sur le vivier francilien. Et on voit qu'au niveau régional, le FC Fleury s'est lui aussi lancé depuis quelques années dans la formation. Comment vous voyez personnellement cette nouvelle concurrence régionale? Est-ce que vous estimez qu'elle est positive ou au contraire elle peut être négative à long terme? Si elle existe, c'est qu'il y a déjà de la place pour tout le monde, parce que Fleury a quand même le mérite d'être arrivé en première division assez rapidement, et met en place des choses et a la volonté de mettre en place des choses. Alors après, je pense qu'il faut pas partir dans tous les sens, et faut pas aller trop vite. Ce qui est important, c'est l'intégrité physique, mentale des joueuses, c'est les structures dans lesquelles elles s'entraînent, c'est l'encadrement qui, au quotidien, leur permet d'être plus performantes. Donc voilà, je pense que oui, il faut pas aller trop vite, c'est sur la partie financière et économique, dans le sens où donner et monter, il y a une inflation des salaires qui est importante depuis quelques années, avec parfois un manque de structuration. Je pense que alors il y a toujours cet enjeu de devoir rester au plus haut niveau et de pas redescendre. Il faut, je pense, trouver un équilibre pour optimiser au maximum l'encadrement médical, la structuration, les terrains, la qualité des terrains, et pouvoir maintenir son effectif. Et voilà, pas partir dans tous les sens. Je pense qu'il y a un vrai équilibre à trouver. Ici, en région parisienne, on a beaucoup de joueuses. Après, pour être sportif de haut niveau, c'est aussi une formation. On peut avoir du potentiel et pas pouvoir s'exprimer. On peut se blesser régulièrement. Voilà, c'est quand même très complexe et très difficile. Donc voilà, Fleury a sa place comme d'autres clubs parce qu'on a un bassin de population qui est très très important. Maintenant, je pense que la priorité pour tous les clubs, Fleury ou d'autres, c'est vraiment ça, c'est la structuration. Et je sais qu'ils ont une réflexion dessus, donc il faut continuer dans ce sens pour qu'aujourd'hui, les jeunes filles du bassin parisien, elles puissent être accueillies dans des clubs qui leur permettent de s'exprimer. 2 petites questions sur la saison actuelle du Paris FC. Vous êtes actuellement 7e de D1, mais vous avez 3 matchs de retard. Il vous manque, d'ailleurs c'est quand même original, les matchs contre Fleury et le PSG, c'est-à-dire toutes les équipes d'Île-de-France. J'imagine que le temps doit être long et le fait de rejouer ce samedi 24 avril contre Fleury doit avoir une certaine libération. Oui, c'est vrai que c'est un peu long. Alors après, vu l'actualité et ce que représente la Covid aujourd'hui dans notre quotidien, on va pas se plaindre parce qu'on s'entraîne tous les jours, on a la chance de se voir tous les jours, notre activité a continué. Mais nous, en tant que compétitrices, évidemment, après cette belle victoire à Bordeaux, où je pense qu'au-delà du résultat, on a montré un visage dans le jeu et une vraie progression collective et ça, c'était
peut-être encore le plus satisfaisant, même si évidemment la victoire est très très importante. Mais au-delà de ça, on est des compétitrices, donc on n'a qu'une hâte, c'est de jouer et de remporter nos points pour reprendre cette 4e place qui est pour nous très très importante. Donc oui, on a le sourire, on est un peu, on est prête. Ça fait 3 semaines qu'on prépare ça. On a la chance qu'aucune joueuse n'ait eu de symptômes trop importants et puis aujourd'hui tout le monde est en forme, donc c'est ce qui est positif. L'objectif, donc, c'est 9 points sur 9 pour revenir sur la 4e place. Et donc, du coup, la 4e place, si c'était le classement final du Paris FC, ce serait une saison réussie? Oui, avec un brin de frustration parce que je pense que sur les 2 matchs contre Bordeaux, on a montré qu'on était au moins à leur niveau sur le match aller, mais je dirais un peu mieux. Et au match retour, voilà, on a montré qu'on avait le potentiel d'être 3e. La frustration par rapport aux points qu'on a perdus contre d'autres équipes. Mais voilà, le niveau se resserre et il faut pas se relâcher. Et c'est ce qui s'est passé un peu en début de saison. On a perdu des points un petit peu bêtement, mais tout le monde joue crânement sa chance et toutes les équipes aujourd'hui sont prêtes athlétiquement. Donc il faut être meilleur et tant mieux. Mais je pense que c'est une saison qui va permettre à notre effectif d'apprendre beaucoup. On a pas mal de jeunes qui ont intégré l'effectif, donc c'est top pour elles parce qu'elles prennent de l'expérience et l'année prochaine elles auront eu l'expérience de ces points perdus et la confiance de ces points gagnés face à des adversaires qui potentiellement peuvent finir 3e comme Bordeaux. Dernière petite question, vous serez là l'année prochaine au Paris FC pour guider ces jeunes? On est en train d'en discuter. On est en train d'en discuter, mais ma volonté, voilà, c'est de réfléchir à aussi ma fin de carrière, même si je suis encore en pleine forme. Mais voilà, c'est difficile pour moi de répondre à cette question aujourd'hui parce qu'on est vraiment en train d'en discuter. La volonté, c'est que moi, dans tous les cas, je finisse ma carrière au Paris FC. La même chose pour le club. Donc maintenant, quand, comment, pourquoi, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, demain, ça c'est les questions que je me pose actuellement, mais j'aime le foot, donc je ne pense pas que ce sera demain. Bon, en tout cas, on sait que de toute façon, vous avez des projets sur le terrain et en dehors du terrain, et vous avez une fin de saison à aller faire. Merci beaucoup Gaëtane Tinet d'avoir pris un petit peu de temps pour nous, et puis bon courage pour la fin de saison, et bonne reprise du coup pour la suite. Merci, c'est que du plaisir. Voilà. On est en bonne santé, on a de beaux objectifs, donc en plus il va faire beau, donc c'est parfait. Merci d'être venu partager ce plaisir avec nous, et une très belle fin de saison à vous. Merci à vous de vous intéresser à l'histoire d'un club comme celui-là qui est marquant dans la vie des gens. Voilà. Écoutez, on continue ça forcément sur le site de l'Équipière. Merci beaucoup, belle fin de saison. Et nous, Léo, Inès, on continue cette histoire sur l'Équipière. Merci. Tout à fait. Merci à vous. Merci, bonne fin de saison. Merci à vous, bonne soirée, bonne journée selon quand vous écoutez ce podcast. Et surtout, prenez soin de vous. Entre les lignes, le podcast de l'Équipière qui raconte le football féminin du vestiaire au terrain.